Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction du mois de novembre. Nous vous proposons ce mois-ci un tour d'horizon de l'actualité sociale. À mes côtés se succéderont Karina Flalo et Frédéric Roseau, les expertes du groupe Revue Fiduciaire. Et on ouvre sans plus attendre cette nouvelle édition. Une loi pour une république numérique est parue le 8 octobre 2016 au Journal officiel. Parmi ces diverses mesures, plusieurs intéressent les entreprises. Karina Flalo, chef de rubrique en droit social, vient de me rejoindre pour nous les présenter. Bonjour Karine. Bonjour Marianne. Karine, nous sommes toutes oui. Eh bien, la première disposition de cette loi qui intéresse les employeurs concerne le renforcement des pouvoirs de sanction de la CNIL. Concrètement, la loi a réformé la procédure de sanction qui est utilisée par la formation restreinte de cette instance lorsque le responsable d'un traitement ne respecte pas les obligations qui découlent de la fameuse loi informatique et liberté. Alors l'employeur va être ici directement concerné lorsqu'il met en place un système de traitement qui enregistre les données personnelles des salariés. On peut donner l'exemple de la vidéosurveillance ou des applications biométriques. Et concrètement, comment se déroule désormais la procédure lorsque l'employeur commet un manquement dans ce domaine? Eh bien, dans un premier temps, et avant toute sanction de la commission restreinte, c'est le président de la CNIL qui peut mettre en demeure le responsable du traitement de faire cesser le manquement constaté. Et ceci dans un délai qu'il va fixer. Alors cette mise en demeure était déjà obligatoire avant une sanction pécuniaire ou une injonction de cesser le traitement. Aujourd'hui, elle va aussi s'imposer avant un avertissement. Et il faut savoir qu'en cas d'extrême urgence, le président de la CNIL peut réduire le délai accordé pour faire cesser le manquement, sachant que ce délai va pouvoir être ramené à 24 heures seulement, alors qu'avant la réforme, il ne pouvait pas être inférieur à 5 jours. Karine, la loi a visiblement introduit une exception à ce principe de mise en demeure préalable à une sanction. Oui, effectivement, si le manquement ne peut pas faire l'objet d'une mise en conformité dans le cadre d'une mise en demeure, eh bien la formation restreinte de la CNIL pourra directement prononcer une sanction du type, comme je l'ai dit tout à l'heure, avertissement, sanction pécuniaire ou injonction de cesser le traitement. Lorsque la sanction prononcée est pécuniaire, quels sont les éléments d'appréciation du montant de la sanction ? Alors, le montant de la sanction pécuniaire que la commission restreinte peut prononcer reste, comme auparavant, proportionné à la gravité, bien sûr, du manquement qui a été commis et aux avantages qui ont été tirés de ce manquement. Mais ce que la loi a ajouté, c'est qu'elle demande à la formation de fixer le montant en prenant en compte un certain nombre d'éléments, et notamment le caractère intentionnel ou de négligence du manquement, les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées, le degré de coopération avec la commission pour remédier au manquement et atténuer ses effets négatifs éventuels, les catégories aussi de données à caractère personnel qui sont concernées, et on peut aussi évoquer la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la commission. D'accord. Il semble que la loi a très fortement augmenté le plafond de cette sanction pécuniaire. Alors c'est effectivement le cas de le dire, puisque la sanction pécuniaire peut désormais atteindre un montant maximum assez impressionnant de 3 millions d'euros, sachant qu'auparavant, ce montant ne pouvait pas dépasser 150 000 euros, voire 300 000 en cas de récidive ou pour les entreprises. Ah bah oui, effectivement, la différence est de taille. Et quelles sont donc les autres surprises que la loi réserve aux employeurs ? Alors, ce n'est pas des surprises pécuniaires cette fois-ci. La loi s'est aussi intéressée aux compétitions de jeux vidéo. Alors voilà, ce n'est pas tellement mon domaine, mais elle a créé en fait un nouveau contrat à durée déterminée pour les joueurs professionnels. Voilà, alors en principe, ce nouveau contrat ne peut pas être d'une durée inférieure à une saison de jeux vidéo compétitifs qui est de 12 mois. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe si un contrat est conclu en cours de saison? Enfin, je ne sais pas si ça se pratique d'ailleurs. Alors, c'est possible, la loi l'admet. Le contrat va donc pouvoir durer moins de 12 mois.
mais il faut respecter 2 conditions. Il doit d'abord au minimum courir jusqu'au terme de la saison de jeux vidéo qui est entamée et il faut qu'il ait été conclu pour assurer le remplacement d'un autre joueur professionnel. Est-ce que ce contrat a une durée maximum qu'il ne peut pas dépasser ? Oui, alors elle est de 5 ans, sachant que ça n'empêche pas malgré tout le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur. Est-ce que l'employeur doit respecter certaines conditions de forme, disons, pour ce contrat ? Oui, alors c'est des conditions qu'on retrouve de manière assez classique pour les CDD. Il faut un contrat écrit. Il faut aussi qu'il contienne un certain nombre de mentions obligatoires. Alors on peut citer la date d'embauche, la durée pour laquelle il est conclu ou aussi bien sûr le montant de la rémunération. Sachant que l'employeur va devoir être très attentif puisque si le contrat de travail est conclu en méconnaissance de certaines règles de forme ou de fond qui sont prévues, eh bien, le contrat sera alors réputé à durée indéterminée avec toutes les conséquences, notamment financières, bien sûr, que ça impliquera. D'accord, très bien. Merci Karine pour toutes ces informations. C'est maintenant au tour de Frédérique Roseau, rédactrice en chef adjointe de la RF Sociale, de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Frédéric. Bonjour Marianne. Alors des textes sont venus changer les obligations des employeurs dans divers domaines de la gestion du personnel. Tout d'abord la loi pour la modernisation de la justice du XXIe siècle qui va imposer aux entreprises de dénoncer ses salariés mauvais conducteurs et 2 décrets du 20 octobre qui viennent simplifier les obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration. Et c'est avec vous donc Frédéric que nous allons aborder toutes ces nouveautés en commençant par la loi sur la justice du XXIe siècle. Oui, il y a un certain nombre de textes qui viennent changer les obligations de l'employeur en matière de gestion du personnel, certains qui les alourdissent, certains qui les simplifient. Pour commencer par les mesures qui sont apportées par la loi pour la modernisation de la justice du XXIe siècle, on peut dire que cette loi comporte 3 mesures en droit du travail. Ce qu'on peut aussi préciser, c'est que cette loi fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel et qu'il faut donc attendre cette décision, puis la parution de la loi au journal officiel pour qu'elle devienne applicable. Dans ces 3 mesures, on a celle donc, que vous avez évoquée sur la dénonciation des salariés mauvais conducteurs, et puis il y a aussi quand même 2 autres mesures qui ont été moins médiatisées. Oui, 2 mesures effectivement qui n'ont pas été médiatisées et qui relèvent du domaine du contentieux. Alors ceci expliquant peut-être cela, le contentieux c'est pas très glamour, mais malgré tout il y a 2 mesures contentieuses un peu moins attrayantes. Pour la première, pour être concis, il s'agit de la création d'un mécanisme d'action de groupe qui est cantonné à une liste limitative de litiges, dont la discrimination dans les relations de travail. Ainsi, en cas de discrimination collective au travail, c'est-à-dire de plusieurs personnes, un syndicat, une organisation syndicale, pourra engager une action en justice contre l'employeur. Alors, encore faudra-t-il bien sûr que ces organisations syndicales remplissent un certain nombre de conditions pour pouvoir mener ces actions. Mais ces actions vont aussi être ouvertes à des associations, dès lors que ces associations seront régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans, et puis qu'elles interviendront soit dans le domaine de la lutte contre la discrimination, soit dans le domaine du handicap. Seconde mesure, donc de contentieux, c'est la loi qui programme le transfert du contentieux général de la sécurité sociale, du contentieux technique de la sécurité sociale et du contentieux de l'admission à l'aide sociale vers une formation spécifique du tribunal de grande instance. Très bien, alors venons-en maintenant à la mesure de la loi sur la justice du XXIe siècle qui a, elle, été fortement médiatisée. Il semblerait donc qu'à compter du 1er janvier 2017, l'employeur doive dénoncer les salariés ayant enfreint le code de la route avec un véhicule de l'entreprise. Exactement, l'employeur va se voir obligé à partir du 1er janvier de dénoncer ses salariés dès lors qu'ils auront commis des infractions routières avec des véhicules de l'entreprise. Ainsi, lorsqu'une infraction va être commise avec un véhicule immatriculé ou détenu par une personne morale, par exemple une société, le représentant de celle-ci devra indiquer au pouvoir public l'identité de la personne qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction. En pratique, la société pourra être le propriétaire du véhicule ou simplement la locataire de ce véhicule. Très concrètement, l'employeur va devoir répondre à la demande de l'administration dans les 45 jours, soit par lettre recommandée avec AR, soit de façon dématérialisée. Et dans sa réponse, l'employeur indiquera l'identité et l'adresse du salarié conducteur au moment de l'infraction. Il sera possible de ne pas donner ces coordonnées à partir du moment où on pourra établir qu'il y a eu vol du véhicule ou usurpation de plaque d'immatriculation ou tout autre événement de force majeure. Et quelles infractions routières sont visées précisément ? Alors là, c'est un petit peu plus flou. On sait que ce sont celles qui sont constatées à partir d'appareils de contrôle automatique
homologuées. Mais pour l'instant, le texte n'est pas plus précis. Il renvoie à un décret à venir qui devrait lister ces infractions. Si on regarde ce qui se passait jusqu'à présent, pour être un peu concret, on peut dire que jusqu'à présent, les infractions qui étaient visées, c'était des infractions à la vitesse des véhicules ou aux distances de sécurité entre des véhicules, ou alors parfois la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, il n'aurait pas dû être. Et alors une question, que se passe-t-il si l'employeur ne donne pas les informations demandées sur l'auteur de l'infraction ? Alors, si l'employeur fait de la résistance, eh bien, il sera passible d'une amende qui pourra aller jusqu'à 750 €. Et cette responsabilité pécuniaire va incomber au représentant légal de la société, par exemple le directeur général de l'entreprise. Très bien. Quittons maintenant la loi sur la modernisation de la justice pour nous pencher sur des obligations quotidiennes de gestion du personnel qui sont simplifiées par 2 décrets du 20 octobre 2016. Oui, alors pour le coup, là, on n'alourdit pas, on simplifie les obligations de l'employeur. Le premier décret s'attache aux affichages obligatoires de l'entreprise, enfin à certains affichages, qu'il remplace par une communication par tout moyen. Et le deuxième décret, lui, va se pencher sur un certain nombre de documents que l'employeur devait jusqu'à présent communiquer à l'administration et qu'il n'aura plus simplement qu'à tenir à la disposition de l'administration. Je propose qu'on commence par les affichages. On offre à l'employeur la possibilité de communiquer par tout moyen pour informer les salariés. Donc, ma question, est-ce que cela signifie qu'il ne doit plus afficher ? Ou alors, et dans ce cas, qu'est-ce qu'il doit faire à la place ? Alors, la question effectivement est pertinente, l'employeur peut se poser la question, il peut continuer d'afficher. Il peut continuer d'afficher les informations qui devaient être affichées jusqu'à présent. D'ailleurs, c'est parfois un mode de communication vers les salariés qui fonctionne très bien. Mais en revanche, le décret lui offre la possibilité de remplacer cet affichage par une communication par tout moyen. Alors, ce qu'on entend par tout moyen, mais ce sont des moyens un peu plus modernes de communication. On peut penser par exemple à l'intranet ou à l'emailing. Et pour le coup, ces modes de communication d'information vers les salariés peuvent être tout à fait pertinents, notamment pour des salariés qui sont itinérants ou en télétravail ou qui viennent peu sur les sites de l'entreprise et qui donc par voie d'affichage n'étaient pas touchés. Et puis on peut aussi imaginer que l'employeur fasse un mix, c'est-à-dire qu'il continue d'afficher et il ajoute aussi une communication par tout moyen. Et quels sont donc les affichages concernés ? Alors là, je ne vais pas être exhaustive parce que la liste sera un peu longue, vous allez la retrouver dans nos revues. Je vais vous en citer certains, les plus classiques, les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise, le règlement intérieur, les textes des articles du Code du travail sur l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, les jours et heures de repos collectifs des salariés qui ne bénéficient pas du repos dominical, l'ordre des départs en congés payés. Plus spécifique, la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés pour les entreprises qui sont dans des secteurs d'activité où ils doivent s'affilier à ce type de caisse. Et puis, dernier exemple, un peu spécifique aussi, la liste nominative des membres de l'instance des coordinations des CHSCT, avec indication non seulement de l'identité de ces membres, mais aussi de leur qualité, de leurs coordonnées et de leur emplacement de travail habituel. Très bien, merci. On passe maintenant aux obligations des employeurs en matière de transmission des documents à l'administration qui sont également simplifiées dans certains domaines. Alors dans certains domaines spécifiques, sur ce point, on peut tout d'abord souligner que l'employeur n'a plus à envoyer à l'inspecteur du travail le duplicata de l'affiche relative à l'horaire collectif de travail. Pour les autres documents visés, l'employeur doit toujours les produire, simplement il va les garder en vue d'un éventuel contrôle, d'une éventuelle demande, par exemple de l'inspection du travail. D'accord, et quels sont donc ces documents qu'il faut garder au chaud au cas où, mais que l'on n'envoie plus à l'administration ? Mais que l'on n'envoie plus, mais là encore la liste exhaustive, je ne vais pas vous la donner, d'autant que pour le coup ce sont des domaines assez spécifiques. Je vais simplement vous donner 2 exemples. Le premier, c'est l'avis du comité d'entreprise relatif à la mise en œuvre d'horaires à temps partiel. Alors ça concerne les entreprises qui veulent mettre en œuvre du temps partiel, mais aucun accord collectif, aucune convention collective ne le permet. Donc l'employeur va agir seul et pour ce, il doit consulter le comité d'entreprise et recueillir son avis. Donc toutes les entreprises ne sont pas concernées. Deuxième exemple, le récépissé attestant de la déclaration à la CNIL d'un traitement automatisé de données personnelles relatif aux documents de contrôle de durée du travail. Donc on voit, on est toujours sur des points un peu précis de réglementation. En conclusion, est-ce qu'on peut donner les dates auxquelles l'employeur va devoir les prendre en compte, toutes ces nouveautés ? Oui, tout à fait. Alors pour ce qui concerne les 3 mesures donc, de la loi pour la modernisation de la justice du XXIe siècle, donc je l'avais dit, on attend la décision du Conseil constitutionnel, on attend la parution de la loi au journal officiel. Et puis concernant dans cette loi-là la mesure pour la dénonciation des salariés qui auraient commis des infractions routières avec des véhicules de l'entreprise, de toute façon, la date d'entrée en vigueur prévue, c'est le 1er janvier 2017. Et encore faut-il qu'il y ait un décret et un arrêté qui paraissent entre-temps. En revanche, pour ce qui concerne la simplification des affichages dans l'entreprise et des documents à tenir à disposition de l'administration, c'est déjà en vigueur depuis le 23 octobre 2016, lendemain de la date de parution au JO des décrets.
Très bien, merci Frédéric. Je pense qu'on va y revenir certainement prochainement du coup, sur tout ça. Oui, sans doute, au moins sur la dénonciation des salariés mauvais conducteurs. Très bien, à très bientôt. C'est la fin de ce magazine consacré à l'actualité sociale. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec les experts du groupe Revue Fiduciaire.